Je m'appelle Mathieu Quentin. Le titre de cette présentation est Méthode heuristique pour corps texte brut. Certains dans la salle reconnaîtront du corpus, ou peut-être pas du texte brut. Du coup, c'est inspiré notamment d'une expérience qu'on a dû faire avec Pierre et puis d'autres rencontres. Du coup, le constat, c'est un manque crucial de valeur ajoutée des outils numériques pour la recherche en SSL. Il y a beaucoup d'outils qui sont destinés au partage des données, à l'interopérabilité de données, à récupérer des données, mais pour rajouter des choses qu'on ne savait pas, justement, sur cet objet qui nous échappe, c'est pas tous les jours qu'on en trouve. Il y a les phénomènes de bulles avec des données en SHS qui n'ont souvent pas de sens pour l'informatique et inversement, des données d'informatique qui ont du mal à trouver du sens auprès des sciences humaines. Donc les données ouvertes, je trouve, en sont un assez bon où finalement on a beaucoup de données qui sont à disposition et je pense qu'il y a une distinction très forte à faire entre un corpus comme celui d'un musée ou de Bibliothèque nationale de France et un corpus d'un chercheur, corpus qui connaît bien ses acteurs, qui connaît bien plein d'éléments et qui a besoin d'un niveau de description qui dépasse ce qu'offrent les possibilités du web sémantique et notamment l'utilisation de vocabulaire ouvert lié. Donc Linked Open Vocabularies, pour faire des Linked Open Data. Du coup, question, alors quelle est l'utilité des humanités numériques pour la recherche en sciences humaines? Donc il y en a plein, comme je disais, notamment de partager des données, mais une méthode heuristique peut-être pour découvrir des nouvelles choses sur un corpus, ce serait une possibilité. Et je pense que ça implique notamment de s'éloigner des vocabulaires ouverts liés. Mais pas forcément, et je serais ravi de voir des contre-exemples intéressants. Mais à moins de construire sa propre ontologie, c'est difficile d'extraire des nouveaux contenus de données qu'on étiquette principalement même. Du coup, le cahier des recherches d'une solution heuristique, comme décrite, donc ce serait quelque chose qui serait adapté à des corpus à taille humaine, quelque chose qui serait du coup lisible en un temps humain, ce qui veut dire 9 ou 10 000 pages, à peu près, quelque chose qu'on pourrait rajouter de l'information sur quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, qui est une information de sciences humaines. Donc ce sont des textes bruts, parce que je pense que sinon on perd aussi un temps fou, mais qui est peut-être derrière rentabilisé, mais je ne sais pas si c'est rentabilisé pour la recherche sur le corpus, mais à structurer son corpus et notamment à l'étiqueter, donc au sens informatique du terme structure. On va essayer d'éviter d'avoir des modèles de données a priori. Il y a souvent une grande difficulté à faire un consensus sur un modèle de données a priori. Et il y a parfois, et même souvent, pas besoin de s'y référer. On a souvent fait de l'histoire sans modèle de données a priori sur ce qu'on étudiait. Donc finalement, le constat est qu'on peut ne pas avoir de consensus sur une notion pour étudier une notion. Pour étudier en tout cas plusieurs notions. On n'a pas besoin non plus forcément de thésaurus, d'une restriction du champ lexical. Et par contre, on peut avoir besoin, à l'inverse de nombreuses, toutes les ontologies, tout le web sémantique, de dépasser la logique booléenne avec c'est lié ou c'est pas lié. Savoir si un tel a travaillé avec, quand on a un corpus de scientifiques, de mathématiciens en histoire, savoir qu'un tel a travaillé avec bidule, finalement c'est ok, mais ont-ils beaucoup travaillé ensemble? Un peu, comment voilà. Du coup, interdisciplinaire, avec un travail quantitatif du côté de la machine et qualitatif du côté humain, avec sans doute, je précise, inutile d'inverser les rôles. Et je pense notamment à l'idée des corpus annotés manuellement, en référence notamment à des thésaurus, et cet espoir que la machine pourra opérer des inférences sur les tels ensembles de données. Je préfère que la machine établisse des étiquettes et que ce soit à l'homme de faire de comprendre ce qui peut en ressortir. Ouais. Je ne sais pas si c'est très clair, on pourra en reparler. Mais finalement, je trouve que
l'homme qui étiquette des données et la machine qui fait des inférences, ça correspond à une inversion des rôles qualitatifs, quantitatifs entre machine et humain. Du coup, faire face au corpus, donc finalement, de manière assez classique, il s'agit de dépasser la juxtaposition d'informations qui est dans le corpus. Donc ça, c'est au niveau du corpus. Et au niveau du document, il s'agit de dépasser le contenu de chaque document pour le mettre en relation à l'échelle du corpus, avec les autres documents à l'échelle du corpus. Donc un corpus de documents, on peut considérer que c'est une hypothèse, et que son intérêt potentiel réside dans les liens que tissent les documents qu'il compose entre eux. Il peut éventuellement, et là c'est une partie qui peut éventuellement se raccrocher à tout ce qui est web sémantique, donc partage de données, il y a un intérêt qui vient du fait que les documents partagent des relations entre eux, et il y a éventuellement un intérêt à avoir ces documents qui partagent des relations avec d'autres documents extérieurs. Désolé pour le petit... Je sais pas pourquoi j'ai un tableau qui s'est glissé. C'est une flèche. Ouais. Du coup, l'idée c'est de se focaliser sur le contenu interne du corpus et peut-être de s'autoriser à s'éloigner des autres corpus, puisqu'on considère que le corpus qu'on a est un ensemble cohérent et une hypothèse de base. Donc, à partir de ce corpus, on peut envisager de les mettre en lien, les éléments les uns avec les autres, et d'étudier quels sont ces liens, et en tout cas, c'est la partie logique floue, quelle est l'intensité que ces documents, l'intensité des liens que ces documents entretiennent entre eux. On peut éventuellement en rajouter après. C'est une autre perspective. L'objectif, ce serait de donner à voir à l'historien une autre vue de son corpus, mais rester focalisé sur ce corpus et de proposer des outils pour dégager des nouvelles connaissances ou des nouvelles questions de recherche à partir de cet ensemble de données. L'interprétation historique, l'interprétation doit rester humaine. C'est pour ça que je suis assez peu convaincu par le principe d'inférence des ontologies. Et elle doit être opérée à un niveau ou à un autre. Et lorsqu'on utilise une analyse quantitative, comme dans le chemin de droite, il y a derrière la nécessité toujours d'avoir une analyse historique. Ça ne peut pas empêcher, ça ne peut pas... Donc si on peut avoir un corpus de texte et l'analyser de manière classique, comme à gauche, ou utiliser effectivement des outils quantitatifs pour analyser ce corpus, mais l'analyse historique, si on s'intéresse à ce corpus sous l'aspect historique, ne peut pas être remplacé par un travail de machine. Après, on pourrait comparer, et c'est l'intérêt des différentes analyses faites avec ou sans analyse quantitative. Donc, on va faire un graphe qui semble être une bonne chose, comme montré précédemment, pour associer les documents d'un corpus entre eux. Mais on va faire un graphe de quoi? Eh bien, on va faire un graphe avec des mots-clés qui sont présents dans les documents. Il va falloir les extraire, créer des indicateurs, puis les superviser. Donc là, j'ai mis des exemples d'expressions clés extraites du corpus de Pierre, ici présent. Donc l'idée, c'est d'extraire des expressions qui sont précises et qui permettent de décrire le corpus, ou du moins des sous-parties de ce corpus, sans a priori sur le contenu de ce corpus. C'est un mécanisme, c'est un algorithme d'extraction de mots-clés un peu particulier. Il y a un ensemble de descripteurs, et on peut parfois, ça marche pas trop mal, récupérer des thématiques à partir des mots-clés extraits. Mais on ne cherche pas des mots-clés dans une thématique, on cherche des mots-clés, et si on en retrouve une thématique, dans des bases de données externes notamment, comme Wikipédia, dans les articles Wikipédia, alors on ramène ces catégories. Comment est-ce que ça marche une fois qu'on a
des mots-clés. Donc on va faire un graphe de mots-clés, d'un graphe de documents basé sur des mots-clés. On va faire un graphe de documents basé sur des co-occurrences de mots-clés, plus précisément. Donc là, c'est peut-être 3 petites images que certains ont déjà vues. C'est quelque chose d'assez connu qui s'appelle le TF-IDF. C'est inspiré de cet algorithme-là. Il s'agit de calculer d'une part le poids du terme. Alors, le poids du terme de l'expression clé extraite. On a 3 documents qui contiennent différentes expressions clés des termes. Donc, le poids de l'expression est inversement proportionnel au nombre de documents dans lesquels elle apparaît. Donc, moins elle apparaît, enfin, plus elle est spécifique plus elle discrimine une sous-partie du corpus, plus elle a de poids. Si tout le monde parle de cette chose-là, donc par exemple dans l'histoire de la chimie du solide, puisque tout le monde parle puisque tout le monde parle de chimie du solide, ça n'a pas d'importance finalement. Ce n'est pas discriminant pour tel et tel document. Ça ne va pas créer un lien intéressant. Tout le monde va être lié avec tout le monde, cette modalité-là. Finalement, c'est d'avoir des liens discriminants. Avec 3 documents, la marge est petite parce que lorsqu'on n'a qu'un seul, donc c'est là la pondération des termes. Voilà. Donc lorsqu'il apparaît que dans un seul document, il n'a pas de poids parce que de toute façon il ne faudrait pas faire de lien, il n'y aura pas de co-occurrence. Lorsqu'il apparaît dans les 3, il a un poids faible. Ouais, c'est un cas un peu extrême. Après, on va calculer l'intensité de ce lien entre les différents documents. Donc ça, c'est le volume commun au document finalement. Et on va pondérer ce lien, par exemple, en multipliant les 2 valeurs précédemment obtenues, qui est une fonction du volume et du poids. Donc c'est l'idée générale. En réalité, la pondération ne fonctionne pas tout à fait comme ça, parce que des problèmes, c'est pas linéaire, et puis un petit problème, mais c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on appelle un graphe multiple, dans le sens où il y a plusieurs arcs entre différents nœuds. Donc 2 nœuds sont liés par plusieurs éléments, et flou dans le sens où c'est pas boulé, lié ou pas lié, c'est lié plus ou moins, enfin, par quelque chose de plus ou moins important. Donc le corpus de Pierre qui sert de pratique de cette présentation, de mise en pratique de cette présentation, donc ce sont des entretiens en chimie du solide, et c'était l'objet de la thèse en histoire des sciences de Pierre. Quelques statistiques sur ce corpus. En français, il y a 37 documents, il n'y a pas de structure interne, c'est du ODT, c'est nativement numérique, donc la qualité est bonne. On a 293 000 mots, et on a une assez grande variation du nombre de mots moyens par document. La problématique de Pierre Tessier, c'était d'identifier la naissance et la dispersion d'une communauté scientifique. À partir de ces 37 entretiens, de chercher en histoire de la chimie en chimie du solide, des années 50 jusqu'aux années 2000. Donc les pères fondateurs d'une discipline, et puis son évolution dans le temps et dans l'espace. Alors, là c'est un peu le bazar justement, c'est le principe de cette image, j'ai montré que c'est le bazar. Donc le graphe finalement, on a beaucoup de liens. Il est dur de les démêler. Donc c'est le principe de les pondérer, et de les pondérer de manière linéaire pour en extraire que certains qui semblent être plus révélateurs, ou en tout cas plus discriminants. On a une sorte d'exhaustivité des relations sémantiques entre les différents documents. On pourrait plutôt parler de relations lexicales entre 2 documents. Néanmoins, puisqu'on s'intéresse directement au mot qui est porteur d'un seul sens, notamment lorsque la complexité de l'expression augmente, on diminue l'ambiguïté du mot. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de microscopie électronique, on est relativement précis, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc finalement, le lexique directement au sens du mot. Voilà, chimie de coordination, ou thèse de 3e cycle, ça a moins d'ambiguïté que thèse, qui a beaucoup de sens. Donc on va s'intéresser à ces mots qui sont à la fois longs, ces mots complexes, ces expressions complexes, qui ne sont pas ambigus, et qui en plus sont discriminantes de certaines parties du corpus. Donc là en noir, c'est les liens qu'on va garder, ceux qui vont passer le seuil, et en blanc, c'est tous ceux qu'on
qu'on gardera, enfin qu'on gardera pas. On aura plus de mal à analyser. Voilà, petite citation d'un livre. Donc, après, on parlait de méthode heuristique. Donc, ce qui est important, donc là, on voit qu'on a un graphe qui est composé d'énormément d'éléments, parce qu'on a 100 000 liens sur 37 documents, et il faut un point d'entrée dans ce graphe. Et le point d'entrée qu'on a trouvé avec Pierre, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait s'appliquer à d'autres cas d'études, en tout cas, il faut un point d'entrée, et c'est pas toujours évident pour l'analyse. Et le point d'entrée, ici, ça a été de réduire tous ces liens entre deux documents à un seul lien unique. Donc finalement, tout le monde est lié à tout le monde, ne serait-ce que par chimie. Le mot chimie ou laboratoire lie tous les entretiens. Il y a une occurrence de chimie, donc tout le monde est lié à tout le monde par chimie. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de dire ça. Du coup, on va s'intéresser à tous les liens qui lient chacun des entretiens à n'importe quel autre entretien. Et on va n'en garder qu'une partie plus discriminante, c'est-à-dire les liens qui permettent de faire des sous-ensembles du corpus. On remarque ici qu'il y avait 2 entretiens de Paul Caro et 2 entretiens de Michel Pouchard, et donc ils sont égaux à eux-mêmes dans le temps. Ils restent plus liés à eux-mêmes plus tard qu'à n'importe quelle autre personne de leur discipline. Et c'est pour le cas d'étude de Pierre, c'était le cas comme ça, on l'observe très bien, mais pour n'importe quel corpus, finalement, ça marche très bien. On n'est jamais plus égal à quelque chose qu'on a écrit n'importe quand qu'à n'importe quel écrit de n'importe qui d'autre. Enfin, en tout cas dans les corpus que j'ai pu étudier. Notamment les annales d'une conférence, par exemple, les papiers des auteurs sont toujours... les papiers les plus liés sont toujours écrits par les mêmes auteurs. Si on publie 3 fois dans la même conférence, on peut être sûr qu'on aura le gros lien entre nos 3 papiers. Donc on les retire et on regarde ce qui se passe un peu en dessous. Donc là on a une espèce de couche d'entre-deux, on a retiré le plus haut qui n'était pas très intéressant à étudier, et on retire le plus bas qui est finalement un ensemble de mots très communs, et on condense tous ces mots partagés entre 2 individus en un seul lien. Donc là je serais assez incapable d'en faire une analyse historique, c'est Pierre. Néanmoins, il en ressort qu'il y a plusieurs écoles de pensée, dont 2 principales qui ont été celles de Eigenmüller et de Colong, qui n'est plus là, mais qui auraient plutôt influencé cette partie-là du corpus. Bon, après, je vais essayer de me rappeler. Partie-là du bon, je vais pas être très bon. Et du coup, on a 2 écoles de pensée et quelques électrons libres qui gravitent un peu autour, qui sont beaucoup moins liés que les autres à ce Paul Eigenmüller et ce Colomb qui en fait est mort et donc n'a pas d'entretien. Donc on peut s'intéresser au nombre d'occurrences de Colomb ou de Eigenmüller, qui forment du coup 2 pôles du corpus, et on remarque que tous les entretiens s'organisent soit plus vers Colomb, soit plus vers Eigenmüller, soit exclusivement sur Eigenmüller ou exclusivement sur Colomb, et pour certains un peu au milieu, notamment pour ceux qui se revendiquent électrons libres. Et finalement, c'était quelque chose qu'on retrouve assez bien ici, en s'intéressant non pas aux évocations du maître de pensée, mais à qu'est-ce qui a au thème, enfin au thème, aux mots communs, aux mots partagés, au vocabulaire, au lexique commun dans les entretiens. Donc, il y a des liens qui confirment les thèses de Pierre, que Pierre, en analysant qualitativement, avait bien identifié. Ici, on en a une recherche, pas particulièrement, qui se ressemblent pas tellement, mais qui ont... Elles ont 2 trajectoires semblables dans le même labo pendant 40 ans. Ouais. Elles jouent un peu le même rôle auprès du directeur du labo. Elles ont effectivement elles ont des thèmes de recherche différents, mais elles ne parlent jamais l'une de l'autre en fait. Voilà. Et du coup, cette absence de lien,
Voilà, je vais faire un petit... C'est intéressant d'aller voir finalement qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de lien entre ces deux chercheuses qui, pourtant, auraient beaucoup de raisons d'être liées, dans leur discours en tout cas. J'ai une question par rapport au lien, il n'y a pas de pondération entre les termes. Si, chaque terme a une Oui, à part de la pondération, d'occurrence, de la occurrence relative dans l'ensemble. Donc, par exemple, si dans un entretien, un X prononce le nom grec, donc ça c'est un terme. Mais le fait qu'il le prononce, il me semble, on traite donc avec la même pondération qu'un concept. Donc pas un nom propre, mais un substantif normal. On traite avec de la même manière des noms propres et des noms communs. Donc tous les séquences des caractères ont la même valeur a priori. Ouais. Et puis il y a pondération, que ça vient uniquement par la fréquence relative dans l'ensemble. Tout à fait. Pas exactement uniquement, mais il y a des listes de mots qu'on évince directement, stop words. Il y a des mots qu'on essaye des mots très courts qui sont parfois compliqués à garder. Il y a des mots qui sont... mais le principe de base, c'est que chaque séquence chaque mot a la même valeur. Et du coup, finalement, si on regarde ce qui les lie, les 10 mots les liant le plus, Monique Pérez et Janine Terry, on trouve ces mots-là quasiment en commun. Donc finalement, des choses qui, d'un point de vue extérieur au corpus, pourraient paraître assez discriminantes par rapport à d'autres thèmes de recherche. Alumine, réfractaire, Pérez, ENS, Vitry, zircone, européen. Et donc on a le poids de ce mot qui dépend, là on peut refaire un peu de tête le calcul quelque part, à le nombre d'occurrences minimum chez l'une ou chez l'autre de alumine. Donc là il y a 30 occurrences d'alumine dans tout le corpus. Elles en partagent à L2 8, et celles qui en parlent le moins en parlent 4 fois, donc elles en parlent 4 fois chacune. Concernant les réfractaires, il y en a 21 occurrences, elles en parlent à L2 5 fois, et il y en a une qui en parle 3 et l'autre 2 fois. C'est à partir de ces données-là qu'on établit la pondération. Et plus on a une partie importante, on va le voir juste après, des occurrences du vocabulaire, plus ça rapporte de points. Un partage. Un partage plutôt qu'une Un partage. T'as dit une partie. Ouais. Bon, on parle beaucoup des femmes, c'est normal. Voilà, alors ça c'est une autre étude, mais bon, ça vaut pas. Les femmes, sur 96 apparitions dans le corpus, n'en parlent pas tant que ça à L2, elles en parlent 3 fois chacune, c'est quand même en dessous de la moyenne. Alors il suffit sans doute d'autres mots, mais bon là on n'a pas de... Mais ça c'est aussi un biais qui est introduit par celui qui mène l'enquête, non? C'est des choses à analyser, je pense. Ça fait partie des éléments analysés. On regarde à côté un lien fort. Un lien fort comme celui-là, qui finalement, et Pierre tu l'expliqueras beaucoup mieux, mais est très logique que Hagenmüller soit lié à Pouchard. Parce que, en tout cas, il partage des thèmes de recherche très... Il travaille sur des objets proches. Tu veux que j'en parle? Non. Vas-y, je te le déroule très bien. Bon, en tout cas, les termes de recherche, d'un point de vue purement informatique, le lien, effectivement, a plus de raisons d'être, puisqu'ils parlent de bronze, ils en parlent, sur 59 occurrences de bronze, ils en partagent 46 à eux deux. Le minimum, celui qui en parle le moins des deux, l'évoque déjà 13 fois le mot bronze. Et je tiens il n'y a pas les autres. Donc par exemple, il y a le mot-clé bronze de vanadium, mais n'est pas compté comme bronze. Quand ça devient bronze de vanadium, c'est plus bronze. Quelque part. On garde un héritage en cas de récession du mot-clé, si on veut le fusionner avec ses parents, mais sinon, il est détaché dans le décompte. Comment ça se passe? Parce que c'est-à-dire que vous checkez le truc et puis après, dès qu'il y a bronze, c'est compté? Non, en fait, on sait pas, on cherche pas bronze a priori. En fait, c'est parce que... Mais comment différencier bronze et bronze de vanadium?
Ah, parce que au début on a bronze, et si après on arrive à construire bronze de vanadium dans le corpus, c'est l'algorithme de construction d'extraction de mots-clés qui fait ça. Je pourrais en parler, mais c'est l'objet d'une autre. Oui, ok, Un autre c'est- boulot. Mais quand on a bronze, et si on arrive à construire bronze de vanadium parce qu'il répond à un ensemble de critères, eh bien, du coup, on a le bronze de vanadium, Ouais, et puis on n'a plus bronze, on compte plus comme bronze, on compte comme bronze de vanadium. Et par contre, bronze chez les autres continue de coexister. Si finalement tout le monde part de bronze, faudrait que je trouve un exemple, où par exemple dans le corpus, tout le monde parlerait d'un sujet, comme par exemple laboratoire. Tout le monde dit laboratoire dans son corpus, mais finalement certains vont dire laboratoire Colong, du chercheur père fondateur, et d'autres vont dire laboratoire Hagen-Müller, l'autre père fondateur. Et donc, laboratoire, bien sûr, il apparaît tellement de fois qu'il ne va pas mourir. Mais imaginons que tout le monde s'aligne soit sur laboratoire Colomb, soit sur laboratoire Hagen-Müller, soit sur laboratoire autre chose, et qu'il n'y ait plus du tout d'occurrence de laboratoire seul. Eh bien, le mot laboratoire ne sera plus compté comme... le nombre d'occurrences va diminuer, et puis il va mourir. Il ne sera plus un mot-clé. Il ne sera plus un mot-clé. Il ne sera plus un mot-clé laboratoire. On aura soit un laboratoire. Et donc là, on voit que les termes de recherche sont... Bon, ils parlent d'effet de bronze, ils parlent de sites, je ne sais pas quoi, octaédrique, tétraédrique. Ils parlent de trucs très précis. Donc là, c'est quand on... J'espère que là, c'est quand on s'intéresse, donc on se rend compte que les mots clés liés à la science ont un poids supérieur à d'autres mots-clés. Et donc, on peut se poser des questions. Donc là, on a les sciences. Donc, comment sont liés les individus par des termes de catégories scientifiques, c'est-à-dire en bleu, soit en bleu c'est la, je sais pas, bêtise, je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce qu'on a là en fait comme couleur? Je pense que j'ai fait n'importe quoi. J'avais un graphe qui n'était pas celui-là. J'avais, enfin qui n'était pas celui-là. Là c'est bien, on voit qu'effectivement, vous voyez pas grand-chose, mais c'est des occurrences partagées de termes scientifiques. Il y avait... Ah, c'est dommage que je ne l'ai pas mis. Ce qui a trait plutôt à la physique, ce qui a trait à la chimie, et ce qui a trait à l'un ou à l'autre. Comme par exemple, lorsqu'on parle de CNRS, on parle de science, mais on parle pas plus de chimie que de physique français. Donc il y avait les bleus, les rouges et les blancs. Malheureusement, je ne les ai pas. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est dommage, problème d'affichage. Il était intéressant de voir qu'effectivement, il y avait des thématiques qui étaient partagées par les physiciens, qui eux aussi sont représentés en bleu, les chimistes qui sont représentés en rouge, et des ingénieurs qui sont en jaune, qui avaient d'autres manières de se lier au reste du corps. Mais là, la couleur des liens, ça va. Peut-être qu'on peut dire là, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le schéma général qu'il a montré au début, en gros, j'ai eu aucun mal à l'interpréter en fonction de ce que je savais du corpus. Et quand il a choisi de discriminer les mots-clés qui parlaient uniquement de questions scientifiques, on tombe là-dessus. Et donc là, ça m'interpelle parce que je ne sais pas a priori comment l'interpréter. Il va falloir que je m'intéresse en fait à la question et que j'essaie d'interpréter effectivement les nouveaux clusters qui sont formés. Alors que l'ensemble des clusters qui est sorti au début avec tous les mots-clés ne posait pas de problème a priori. Je vais vous le mettre là parce que ce sera mieux. Et donc c'est là qu'on disait que ça c'est finalement un premier outil heuristique auquel j'aurais peut-être pas pensé à un certain nombre de liens qui sont là, qui sont faits. C'est les couleurs que après coup je peux tenter d'interpréter. C'est incroyable, c'est les couleurs qui sont inversées. Ah bah si, moi j'ai du rose. Ah, c'est incroyable, là c'est bleu et quand je passe sur mon écran c'est rose, ça va être le vidéoprojecteur, c'est bon. Donc le rose disparaît, les couleurs changent. T'es le seul à le savoir. Ces couleurs un peu... Ce bleu là c'est du rose, donc qui lie bien les chimistes entre eux. Et on distingue plus du coup le bleu. C'est incroyable ça. C'est sûr un problème d'affichage. Bon. Pardon Pierre. Non. Je te... ouais. Non, quand on discrimine les mots-clés par domaine, après, je ne sais pas si tu vas discriminer par institution ou par management, là, ouais, ça fait apparaître des réseaux. Industrie, donc qui là sont c'est pas industrie, évidents, management et déjà on voit que c'est pas les mêmes acteurs qui sont au centre de ces
Chacun des réseaux est complètement réseaux. différent des autres. Quoi. Et ce réseau-là, on l'obtient par exemple avec, c'est arbitraire, mais c'est une notation entre 0 et 1 des mots-clés. Et là, pour avoir quelque chose de pas trop fouillis, on place le seuil à 0,17. Ça ne va pas vous dire grand-chose, mais tandis que là, pour le truc scientifique, on place le seuil à 2 fois plus haut, quoi, à 0,30. Sachant que... Donc en fait, ce qui est quand même rassurant dans ce corpus, déjà, c'est que c'est les concepts scientifiques qui prédominent sur des discussions notamment liées au monde de l'industrie et du management. C'est pas une grande révélation, mais après, néanmoins, ça reste intéressant de voir ceux qui parlent d'industrie et de management, de quoi est-ce qu'ils parlent plus précisément. C'est vrai que là, sur une image comme ça, on ne voit pas grand-chose. Là, je serais incapable de... Non, mais ça peut orienter le regard de l'historien qui va se demander, mais finalement, ce lien entre ces deux, qu'est-ce que ça signifie? J'y avais pas du tout pensé. Pourquoi quelqu'un qui est marginal sur le premier diagramme, il se retrouve au centre sur le troisième, quoi. Voilà. Et ça ne veut pas dire que ça va avoir un sens, mais en tout cas, ça pose soulever une question, ça pose une question et d'interprétation. ça donne une première réponse quantitative à cette question potentiellement. Et il manque toujours quelque chose, toujours de qualitatif, quoi. Je pense que l'humain, enfin, moi, je me rends compte que je suis bien capable de le faire, quoi. Et que c'est là tout l'intérêt de faire ce travail-là, c'est que derrière, il y a Pierre qui puisse interpréter ou se dire ah mais entre telle et telle personne, alors là je vois qu'ils parlent de EDF, mais c'est bizarre parce que d'eux ils font des des piles à combustible, tandis que je fais autre chose, je savais pas qu'elle était aussi intéressée par EDF, tiens ils ont des problèmes communs, je sais pas, genre de possibilités. Mais en fait, ça nous sort de nos habitudes mentales, quoi. Le premier diagramme, j'ai été habitué. Ouais. On s'imagine un peu comme ça. De manière, il m'était très. Enfin, j'étais intimement lié à lui, finalement, donc j'ai pu lui expliquer son problème. Et les autres, ils m'ont surpris. C'est parce que, ouais, on a cherché à justement. C'est comme le lien ici, quoi, finalement. On va voir qu'est-ce qui se passe entre ces deux chercheuses. Et je pense que c'est là que tu voulais parler d'heuristique. L'heuristique, c'est ça, ce serait de poser des questions, quoi. D'être en mesure de poser des questions fines, mais que peut-être finalement que la machine ne comprend pas, mais ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est que la machine soit quand même, par certains moyens, capable de poser des questions assez précises aux chercheurs, quoi. Qui connaît très bien son corpus. Donc le bilan de cette petite expérience-là, ou de l'ensemble de l'outil, c'est qu'il y a une richesse dans l'interdisciplinarité, donc des développements informatiques notamment qui se sont améliorés au contact des problèmes de ce qu'on observait chez Pierre, et une heuristique pour Pierre avec des nouvelles questions qui peuvent émerger. Et on remarque qu'il y a, ça prend du temps humain, c'est rare d'avoir tels moments d'interdisciplinarité où on peut vraiment se mettre autour de la table et se dire bon, qu'est-ce que ça veut dire, on regarde le graphe, ah celui-là il faudrait ceci, tiens entre telle et telle personne c'est pas normal, ça prend du temps et du coup c'est quelque chose qui est finalement assez rare. Que du coup il y a un temps aussi homme-machine, il faut compter environ 4 heures, une demi-journée on va dire de supervision, donc les mots-clés c'est pas non plus ultra propre à la sortie, donc il y a une passe humaine. Néanmoins, l'idée c'est quand même d'optimiser le travail qualitatif chez l'humain et le quantitatif pour la machine. On laisse à la machine le travail d'indexation, de produire des mots-clés, de les compter, de faire un truc à peu près, d'avoir une formule pour quantifier le lien entre deux éléments, et le travail qualitatif, historique à l'historien. Concernant le code, il est flexible, il n'y a pas beaucoup d'exigences en entrée, on peut mettre des PDF, on peut mettre un peu n'importe quoi quand il y a du texte à peu près lisible, même il est assez flex sur la possibilité que ce soit une OCR de qualité moyenne. C'est mieux quand c'est plus propre. Portable facilement, et puis il évolue assez vite aussi. Voilà. Et dans les perspectives, j'ai mis ça, mais finalement c'était le workflow comme il était au début. Donc on a un corpus non structuré, on le découpe en petites parties, en l'occurrence pour le cas de Pierre c'était un nœud représente un entretien, donc c'était assez simple. On extrait des mots-clés, on les supervise et on crée le graphe.
une perspective intéressante, ce serait notamment de faire la même chose, mais de produire un graphe et des mots-clés influents de ce graphe. Et plutôt que de superviser ça, ou en tout cas de le superviser mais de manière très rapide, ce serait plutôt de superviser ça. En ayant ici des choses suffisamment de confiance, pas perdre les choses, les mots-clés importants. Une philosophie globale du code, aussi, enfin de l'outil, c'est d'extraire un max de mots-clés et de produire plein d'indicateurs et plein de possibilités pour que l'utilisateur les supervise facilement et rapidement de manière efficace. Donc ça veut dire on a du bruit en entrée, on essaie d'en avoir le moins possible, mais on n'hésite pas si on a du bruit, mais c'est facile à retirer. Je pense par exemple à... ou en tout cas c'est à retirer, à gérer. Par exemple des mots qui contiennent des verbes, des expressions clés qui contiennent des verbes sont souvent du bruit, mais parfois sont porteuses d'une grande richesse sémantique par rapport au corpus, et c'est important de les garder.